Un énorme bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle session du Point Marché avec Carmignac, en compagnie aujourd'hui de William Charon, spécialiste produit chez Carmignac. Un énorme bonjour à toi, William. Bonjour Imen, bonjour à tous. Alors, William, le programme est chargé, du coup, on va justement aller directement à tes commentaires sur les principaux indicateurs le mois passé. Donc, on va partager, William, rapidement notre écran. Alors, donc nous les avons là. William, je veux bien que tu nous les commentes, s'il te plaît. Alors merci. Donc le mois de juin, il a été marqué par des indices actions en forte hausse, hein. Vous pouvez le voir sur la partie gauche de la slide, avec des marchés actions qui dans l'ensemble étaient en hausse de plus de 6%, notamment portés par les États-Unis et par le Nasdaq, hein. Les valeurs technologiques américaines étaient en hausse de plus de 7% sur le mois, donc une très forte hausse aux États-Unis. L'Europe suit, les pays émergents également, mais vraiment un petit peu plus en retrait, hein, avec notamment les actions chinoises qui étaient en hausse de seulement 3% sur le mois. À l'inverse, sur les indices obligataires, on a eu quelque part un mois relativement stable, hein. On va dire que cette évolution sur l'évolution mensuelle, on a eu une légère hausse de taux qui a été portée par les banquiers centraux, hein, qui ont poursuivi leur resserrement dans un contexte, on va dire, d'inflation de base qui reste stagnante et d'une économie qui reste résiliente, notamment aux États-Unis. On y reviendra par la suite. Enfin, le pétrole a légèrement s'affiche légèrement en hausse sur le mois. On a notamment l'OPEP+, vous savez, cette organisation, un des principaux producteurs de pétrole, qui a annoncé de nouvelles réductions, hein, de production, mais cette hausse de simplement 3%, elle reste timide et elle fait face justement à un possible ralentissement économique, hein, qui est attendu par certains acteurs du marché. Alors pour faire un point, ça c'est le mois de juin. On a également, hein, à la fin du mois de juin, à la fin du premier semestre, donc c'est aussi le moment, hein, de faire un point sur ce qui s'est passé depuis le début de l'année. On s'aperçoit que depuis le début de l'année, on est un peu sur le match retour par rapport à ce qui s'est passé en 2022. Donc en 2022, on avait des marchés actions qui étaient en baisse, ils sont au premier semestre en forte hausse. En 2022, c'était plutôt les valeurs dites value qui surperformaient. Cette fois-ci, ce sont les valeurs de croissance qui surperforment depuis le début de l'année, hein. Les valeurs de croissance dans l'ensemble sur les marchés développés, elles sont à plus de 20% de performance, tandis que les valeurs dites value, elles sont à plus 5%. Donc il y a une sous-performance des valeurs value. C'est vraiment le match retour par rapport à l'année dernière. De même sur les matières premières en général et le pétrole en particulier, on avait une année 2022 avec des performances stratosphériques, hein, pour les matières premières. Euh, En 2023, c'est plus compliqué pour les matières premières. Je prends le pétrole, je pourrais prendre également le gaz, hein, qui a perdu plus de 90% par rapport au plus haut de 2022. Et les dernières classes d'actifs où il y a, on va dire, où ce match retour se joue un petit peu moins, c'est les obligations. Les obligations qui ont énormément souffert en 2022 et qui, en 2023, euh, les taux ont légèrement baissé, les indices obligataires étaient en hausse entre 1 et 2%, mais c'est relativement faible par rapport à la baisse qu'on a connue sur l'année 2022, et donc un premier semestre qui était assez timide pour les indices obligataires et qui était réellement surprenant et très encourageant pour les indices actions. Alors, donc, ceci étant, donc on va passer maintenant à ta vision macroéconomique, ton focus notamment sur la résistance assez surprenante, justement, des États-Unis, pour le coup. Exactement. Alors, là, je vous montre ce qu'on appelle les indices de surprise économique. C'est Citi, hein, une grande banque qui les calcule et qui correspondent globalement au niveau de surperformance des données macroéconomiques qui sont publiées par rapport aux anticipations du marché, donc par rapport au consensus. Pour faire simple, hein, pour vous donner un exemple, s'il y a un indicateur d'activité dans l'industrie qui est publié au-dessus des attentes, alors cet indice que vous voyez va euh, être positif. Donc ça va rendre positif l'indicateur. À l'inverse, si l'indicateur est en dessous des attentes, il va rendre cet indice négatif. Et donc, si on regarde, il y a assez peu de corrélation entre ces indices et la performance des marchés, mais ça nous donne un bon indicateur de ce qui se passe
d'un point de vue macroéconomique. Donc si on étudie ces marchés et ces indicateurs depuis 1 an et demi, 2 ans, on se rend compte de 2 choses. Alors vous avez ici la Chine, les États-Unis et l'Europe. On se rend compte de 2 choses. On se rend compte que, c'est la ligne grise, gris-noir, que l'indice de surprise économique dans la zone euro, fin 2022 et début 2023, il était extrêmement positif. Pourquoi? Parce que les marchés étaient extrêmement négatifs vis-à-vis de l'Europe, notamment de la situation énergétique en Europe, et il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles sur la croissance, voilà, il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles en Europe, ce qui a rendu cet indice positif et ce qui a également, hein, on vous le rappelle, porté les marchés actions européens en début d'année 2023. Et on observe quoi? Qu'est-ce qu'on observe? On observe que sur ce même indice, depuis quelques mois, eh ben, il s'inscrit en territoire négatif. Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins de bonnes nouvelles en Europe. L'Europe, justement, heu, elle est rentrée dans une phase, où les bonnes nouvelles ont été prises en compte par le marché. Le marché s'est adapté et maintenant on a des chiffres qui sont peut-être un petit peu moins bons que prévu. Je pense notamment au mois de juin, il y a eu les chiffres du PIB qui ont été révisés à la baisse, sur la zone euro, et on a notamment une zone euro qui est rentrée en récession technique au premier trimestre, 2023. Tout cela, en parallèle, on a, la Chine qui est également en phase de ralentissement depuis quelques mois ou depuis 2 mois, de f pour diverses raisons et on s'observe, donc la Chine et l'Europe qui sont, dans des indicateurs de surprise économique en baisse et on a au contraire des États-Unis qui continuent à être extrêmement résistants. Alors la résistance, elle se situe notamment dans la croissance et dans le marché du travail. Le marché du travail, face à des taux qui ont quand même extrêmement augmenté aux États-Unis, et ben, le marché du travail, il apparaît extrêmement résistant, tout comme la croissance. Et justement, il y a assez peu de réactions face à cette hausse de taux. C'est ce qui surprend euh, quelque peu le marché. Et c'est également ce qui encourage la Banque centrale à envisager d'éventuelles nouvelles hausses de taux pour combattre l'inflation, parce que justement, l'économie américaine est extrêmement résistante, le marché du travail est extrêmement résistant. Aux États-Unis, on est aux alentours de 3,7% de taux de chômage, on a des salaires qui continuent d'augmenter, et donc vraiment, on a une situation macroéconomique aux États-Unis extrêmement résistante, et qui fait que repousser les anticipations de récession, hein, que pouvaient avoir les acteurs du marché depuis maintenant quelques mois, sur une récession américaine devrait arriver parce que les taux ont énormément augmenté, et ben cette récession, elle est de plus en plus repoussée, et c'est ce que nous montre cet euh, indice des surprises économiques. Alors, à présent, donc, on va passer à justement donc, ta minute pédagogique. Et cette minute Oui, pédagogique, aujourd'hui, elle est consacrée justement donc, aux sociétés qui capitalisent, donc les sociétés dites de qualité, et avec notamment une qualité assez particulière. exactement. Alors, on a parlé de macroéconomique, du contexte. Et donc ce contexte, même s'il est plus résistant aux États-Unis, on s'aperçoit que globalement, à travers le monde, on est dans un ralentissement économique. Ça ne veut pas forcément dire une récession, ou en tout cas une récession sévère, ça veut juste dire qu'on est dans un contexte de ralentissement économique. Et donc face à ce ralentissement économique, il faut, quand on est investisseur, regarder les entreprises qui pourraient le mieux performer dans cet environnement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des sociétés qui capitalisent. Ce sont, pour faire simple, des sociétés de ce qu'on appelle de qualité. En anglais, ils ont un mot qui est pas vraiment traduisible en français, c'est pour ça que j'ai appelé ça les sociétés qui capitalisent, ça s'appelle des compounders. Les sociétés qui capitalisent, pour les identifier, c'est très simple. Ce sont des entreprises qui sont rentables, mais surtout, et c'est ça qui fait toute leur force, qui réinvestissent leurs bénéfices pour leur croissance future. Alors, je vais vous prendre une métaphore assez simple. Je vais vous prendre des citronniers. Imaginons que vous ayez un citronnier dans votre jardin. Euh, vous avez quelques citrons qui commencent à pousser de ce citronnier et vous avez deux choix. Soit vous avez le premier choix, c'est de consommer ou vendre ces citrons. Soit vous avez un deuxième choix, c'est récupérer une partie de ces citrons pour replanter de nouveaux citronniers. Et au fur et à mesure où vous faites cela, avec un citronnier, puis avec deux, puis avec quatre, puis avec huit, et ben,
vous vous retrouvez très rapidement avec un champ entier, un verger de citronniers qui vous offre de plus en plus de citrons que vous pouvez vendre, consommer ou replanter. Et c'est exactement la même chose pour ces sociétés qui capitalisent. C'est des sociétés qui ont des bénéfices et qui réinvestissent une grande partie de ces bénéfices au lieu de les distribuer aux actionnaires, qui les réinvestissent en interne. C'est un petit peu le même principe que les intérêts composés, mais quelque part, c'est ce qu'on pourrait appeler des bénéfices composés. Et l'avantage de cela, c'est que ça va nourrir la croissance de l'entreprise, que ça va développer des nouvelles perspectives, que ça fait du coup des entreprises qui sont plus résilientes face au cycle économique parce qu'elles investissent dans la croissance, elles essayent toujours de croître davantage, ça leur donne une vision de long terme et ça leur donne également des avantages concurrentiels parce qu'elles continuent d'investir, elles continuent de grandir, elles continuent d'essayer d'anticiper les mouvements de marché, par exemple avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, avec l'internet il y a 20 ans. C'est des entreprises qui continuent de grandir, qui continuent de se développer et qui justement ont la capacité à résister à des phases de ralentissement économique comme on pourrait le vivre dans les prochains mois. Alors ces entreprises de qualité, il y a une condition sine qua non, c'est que, on va dire la performance opérationnelle, de la part de la direction, des employés, elle soit impeccable. C'est-à-dire que l'argent qui est réinvesti, il doit être très bien réinvesti et il doit être fait, de telle manière à ce que justement, ces bénéfices, continuent d'apporter de plus en plus de valeur à l'entreprise et que l'entreprise puisse, croître de façon pérenne et vraiment, de façon, stable. D'accord. Donc ça concerne donc ta minute pédagogique sur les sociétés qui capitalisent. À présent, pour avancer, parce qu'on a des questions par ailleurs, donc le message du mois, ton message du mois, c'est récession ou pas. Il faut voir au-delà des considérations de court terme. Exactement. C'est exactement ce que je vous disais. Au niveau de la macroéconomie, on est dans un ralentissement économique. On a des banquiers centraux qui sont toujours dans une politique de resserrement monétaire parce qu'il n'y a pas de fort signe de ralentissement. Donc, la récession, elle pourrait arriver, peut-être au quatrième trimestre 2023, peut-être en 2024, ça dépend de la zone, mais néanmoins, face à cet environnement, il y a des entreprises qui continuent de vivre. Et nous, en tant qu'investisseurs, et nous chez Carmignac, on pense vraiment qu'il faut, même s'il y a un ralentissement, continuer d'investir dans ces entreprises de qualité qu'on appelle les sociétés qui capitalisent et qui justement pourraient, dans un régime où, voilà, désinflationniste avec une entreprise qui ralentit, avec une économie qui ralentit, pourraient continuer à croître, continuer à générer des bénéfices et qui offre vraiment des perspectives pour les investisseurs de long terme que nous sommes extrêmement intéressantes. Alors, à présent, donc, ton focus, donc, justement, donc, microéconomique, qu'on va concerner donc, il fait toujours la qualité, hein, et donc, effectivement, donc, on est toujours sur le même sujet, ces fameuses sociétés de capitalisation, donc, qui capitalisent, ces fameuses sociétés de qualité, ces fameuses sociétés un peu rares aujourd'hui, mais justement qu'il faut rechercher. Et la question que tu te poses, c'est pourquoi la qualité sera déterminante? Et donc, eu égard notamment à l'impact du ralentissement économique, à la fois sur les résultats des entreprises, mais également sur les performances sectorielles. Également pardon, tout à fait, tout à fait, Hélène. Alors, si on regarde, sur le graphique de gauche, c'est l'évolution des entreprises, des résultats des entreprises industrielles pendant des périodes de récession. Dans les entreprises industrielles, par définition, ce sont des entreprises qui sont cycliques et on l'aperçoit extrêmement bien, dans ce graphique. C'est-à-dire que pendant les périodes de récession, donc ces phases bleuées, on voit que les résultats de ces entreprises, donc les bénéfices, ils chutent drastiquement. Pour des entreprises de qualité, c'est ce qu'on vous disait, c'est moins le cas. Les entreprises de qualité, elles sont moins dépendantes du cycle économique. Je vais notamment penser, on trouve beaucoup d'entreprises de qualité dans le secteur technologique ou de la santé. Et si on s'aperçoit de ce qui s'est passé aux dernières récessions, donc force ralentissement économique, on se rend compte qu'en relatif, donc les marchés actions étaient en baisse, mais globalement, en relatif, ce sont les valeurs dites de qualité et donc les secteurs dits de qualité qui ont le mieux performé en relatif, que ce soit le secteur technologique ou le secteur de la santé. Pourquoi? Parce que c'est justement des entreprises qui ont des considérations de long terme, qui ont une vision de long terme, qui réinvestissent pour leur croissance future et donc qui sont moins dépendantes des cycles économiques.
D'accord, c'est entendu. Alors avançons. Concernant à présent justement donc, les idées d'investissement, tu as décidé ce mois-ci de faire un focus sur Carmignac Portfolio Grande Europe, notamment sur les principales caractéristiques du portefeuille et sur des exemples de valeurs sur lesquelles vous êtes positionné. Exactement. Alors, Carmignac Portfolio Grande Europe est un fonds actions européennes qui investit 100% du portefeuille en actions européennes dans un nombre d'actions qui est assez restreint. C'est un fonds ce qu'on appelle de grande conviction. Donc il y a à peu près 35 titres au sein du portefeuille aujourd'hui. Et c'est vraiment ce genre de fonds qui cherche ces sociétés qui capitalisent. C'est géré par Marc Denham, un gérant qui a plus de 30 ans d'expérience sur les actions européennes, qui a notamment créé tout un processus d'investissement pour identifier ces entreprises qui capitalisent. Alors, bien entendu, c'est le plus difficile d'identifier. Il faut avoir un process d'investissement qui est éprouvé, qui s'est ajusté, voilà, qui a fait ses preuves à travers le temps. Et donc, on a quelques sociétés qui capitalisent dans ce portefeuille. Je pense notamment à Novo Nordisk ou à L'Oréal, hein, L'Oréal, le français que tout le monde connaît, qui a su, à travers le temps, euh, réinventer son business model, s'adapter, continuer à croître, avec notamment une performance opérationnelle qui demeure encore aujourd'hui euh, extrêmement impressionnante hein, dans la réalisation de leur plan de croissance. Et c'est des sociétés qui, justement, réinvestissent beaucoup de leurs bénéfices dans leur croissance, aller chercher des nouveaux marchés, des nouveaux secteurs, même parfois dans de la croissance externe. Et c'est vraiment des sociétés qu'on recherche au sein de ce portefeuille Carmignac Grande Europe, qui va chercher quelque part ces sociétés européennes qui capitalisent et qui cherchent justement à croître de façon pérenne sur le long terme. William, j'aimerais mettre l'accent un moment sur justement la dimension durable donc de ce fonds. On le voit notamment à travers 3 éléments, à la fois donc le label ISR d'État français, à la fois la classification SFDR qui est la classification européenne. Article 9, c'est clairement l'article qui indique que justement le fonds a un objectif en fait donc d'investissement durable. Et enfin les globes Morningstar qui sont au nombre de 4 sur 5 étant la meilleure note, donc 4 étant une note plus qu'honorable. Donc c'est un fonds qui, au-delà justement donc des fondamentaux financiers des entreprises dans lequel le fonds investit. Donc, on a justement une considération très prononcée sur la dimension extra-financière. Tout à fait. Je veux Et bien que tu nous en parles. c'est un point qui est extrêmement important parce que justement, quand on cherche ces sociétés qui capitalisent et sur le long terme, ça implique bien entendu une performance financière et opérationnelle remarquable, mais également d'investir pour le futur, pour pouvoir avoir de la croissance et quelque chose à léguer quelque part pour ses enfants, il faut bien entendu qu'il y ait quelque chose de viable à l'arrivée. Et donc, le fonds, il a un processus également très strict au niveau ESG. Notamment, il investit que dans des entreprises qui euh, sont en ligne, qui sont alignées avec euh, les SDGs de l'ONU, donc c'est-à-dire avec des grands secteurs, des grands principes, euh, euh, que ce soit environnementaux ou sociaux, durables sur le long terme. Donc je pense notamment par exemple à Novo Nordisk hein, dans le secteur de la santé. Et c'est vraiment un fonds article 9, donc qui est engagé de ce point de vue-là. Comme tu le disais, qui a le label français, il a même également un autre label qui est le label belge qui est encore plus strict et qui a 4 globes Morningstar. Donc c'est un fonds qui a un processus financier mais également extra-financier très strict. Par exemple, au sein du fonds, on va exclure toutes les sociétés pétrolières qui, justement, n'ont pas, d'après nous, que ce soit d'ailleurs financier ou extra-financier, cette vision de long terme qui permet à la fois d'obtenir une croissance pérenne, mais également de qualité, que ce soit financièrement ou extra-financièrement.
Alors justement, on va juste montrer rapidement la fiche valeur du fonds, de manière éventuellement à montrer comment retrouver ce fonds sur le site internet et peut-être éventuellement du coup commenter le positionnement à la fois sectoriel. Alors tu en as parlé des deux majeurs, la santé et la tech, mais voir éventuellement un peu plus dans la granularité, donc d'un point de vue sectoriel, d'un point de vue peut-être aussi géographique. Donc on le voit ici, je vous le montre donc rapidement. Voilà, donc ça, c'est la fiche valeur du fonds dont vient parler William. Donc on le retrouve assez facilement ici, dans le moteur de recherche, en marquant le libellé, donc Armagnac Grande Europe pour le coup. Et donc voilà, donc vous avez ici effectivement un certain nombre de considérations. Vous avez le top 10 pour le coup, donc on a vu dans la présentation certaines valeurs, mais là en l'occurrence on a justement donc le top 10 du portefeuille et on a ici donc l'allocation en termes d'actifs, l'allocation sur le plan géographique, où on voit notamment que la zone euro représente plus de 50% justement donc, du fonds, pour le coup, bien entendu, et la répartition sectorielle. Est-ce que tu veux commenter davantage éventuellement, William, eu égard à cette fiche valeur que l'on voit? Après, juste terminer éventuellement en disant que concernant les considérations extra-financières, vous avez également d'autres informations aujourd'hui fournies sur, par exemple, le score donc, du risque ESG ou encore les domaines controversés, donc le taux de pourcentage de l'exposition du portefeuille à certains éventuellement domaines controversés. Voilà. Donc là, pour le coup, concernant l'allocation sectorielle, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, William? Alors dans l'allocation sectorielle, et c'est en ce moment, on peut voir que le secteur de la santé représente plus d'un tiers du portefeuille. Et on peut se demander pourquoi. Alors il y a une principale raison, c'est que c'est dans ce secteur de la santé qu'on retrouve le plus de sociétés qui capitalisent, notamment en Europe. C'est structurel également. On a moins de sociétés, par exemple, technologiques comme les États-Unis. On a, par contre, au sein du secteur de la santé, vraiment des sociétés qui capitalisent. Alors le secteur de la santé, il est assez vaste. Il y a différents types, on va dire, ou plutôt sous-secteurs au sein de la santé. Je vais peut-être pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais ce positionnement, qu'est-ce qu'il vous montre? Il vous montre qu'actuellement, on a un positionnement au sein du portefeuille qui peut être, malgré une performance depuis le début de l'année qui est tout à fait honorable, on a un positionnement qui est peut-être un petit peu plus, défensif de par notre positionnement. Donc on reste exposé aux actions européennes, on croit en leurs valeurs sur le long terme. Néanmoins, le secteur de la santé, c'est un secteur justement qui est moins cyclique, qui va moins dépendre du cycle économique, qui va continuer à croître dans les prochaines années et qui, justement, représente un certain nombre de ces entreprises qui capitalisent, au sein, de notre région qui est l'Europe. Donc c'est juste pour faire simple, c'est l'Europe d'un point de vue, global, donc on a bien entendu la zone euro, le Royaume-Uni, mais Ouais. également les pays nordiques et la Suisse. Ok, c'est d'accord. Ok, donc du coup, voilà, concernant ce fameux fonds que vous retrouvez donc sur notre site. Nous poursuivons rapidement sur justement ces éléments d'avertissement. Donc effectivement, c'est un fonds action pour le coup. Donc c'est un fonds dont la durée de placement recommandée est de 3 ans. Et c'est un fonds par nature, bien entendu, qui comporte des risques, forcément. Voilà, donc c'est un risque quand même qui est relativement mesuré. Il est de 4 sur 7. Et là, vous voyez justement les principaux risques qui sont mentionnés, voilà, et qui sont surtout précisés à la fois dans le DICPRIPS, donc le document d'information pour les investisseurs, et bien entendu dans le prospectus, qui est un document un peu plus long pour le coup. Donc on passe en questions-réponses à présent. On va passer aux questions-réponses. On va arrêter le partage. Alors, on a des questions. Alors, une première question d'Olivier qui nous dit, voilà, une société de qualité ne verse pas de dividendes, point d'interrogation. Qu'en est-il d'Air Liquide, par exemple, éventuellement? Est-ce qu'on peut la considérer comme une société de qualité? Alors, ça une société de qualité peut distribuer des dividendes. C'est pas incompatible. Heu, Parce que la distribution de dividendes, ça signifie également, voilà, rendre de la valeur à l'actionnaire. Néanmoins, une société, de qualité, ces sociétés qui capitalisent, donc alors j'ai pas exactement le cas de Air Liquide en tête, comme cela, mais ce sont des sociétés qui peuvent distribuer des dividendes, mais dont une partie importante de leurs bénéfices ne sont pas redistribués. C'est-à-dire que même si on redistribue que 20, c'est-à-dire qu'il y a 80 des bénéfices qui sont réinvestis au sein de l'entreprise. Et c'est ça qui va être le plus important, c'est ce réinvestissement au sein de l'entreprise. Ça sert à rien de réinvestir 100 si on n'a pas
si on ne sait pas quoi faire de cet argent. Et c'est pour ça qu'on a également la possibilité de verser des dividendes. C'est-à-dire que ce qui va être important, c'est d'avoir des projets porteurs de croissance future qui sont assez rentables pour justement faire grandir le cours de bourse, mais également l'entreprise sur le long terme. Et donc pour Ça cela, c'est pas vraiment, ce n'est pas, on va dire, c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être également l'un et l'autre. Ça amène à une autre question justement, donc William, c'est effectivement aujourd'hui, si on prend la grille d'analyse, en fait, quels sont les ratios déterminants à date pour effectivement donc jauger de la qualité de cette société. À travers ce que tu dis, on a bien entendu donc le niveau de trésorerie, on a éventuellement le niveau justement de recherche, par exemple, donc les capex. Qu'est-ce qui constitue véritablement aujourd'hui, si on doit donner une liste éventuellement, sans qu'elle soit nécessairement exhaustive, mais qui quand même représente les plus importants en considération, qu'est-ce qu'on aurait éventuellement dans notre grille d'analyse en fait? Alors nous chez Carmignac et notamment Marc Denham a un process très strict, vis-à-vis de cela et donc je peux vous parler des principaux, on va dire, ratios qu'il va regarder. Alors il va en regarder beaucoup, mais son processus, il est vraiment basé sur la rentabilité et le réinvestissement. Sur la rentabilité, il va regarder les entreprises qui sont profitables pas sur 1 année, pas sur 2 années, pas sur 3 années, mais sur le long terme. Il va regarder également la volatilité de cette profitabilité. C'est-à-dire qu'une entreprise qui va être très rentable une année, pas du tout une autre année, elle va pas bien ressortir au sein de son filtrage, on va dire, quantitatif. Ensuite, donc ça c'est déjà une première raison, parce que pour pouvoir réinvestir ces bénéfices, il faut qu'il y ait des bénéfices et que ces bénéfices soient stables dans le temps. Ça marque également comme j'en parlais, hein, une excellence opérationnelle quand on arrive à délivrer à travers le temps, voilà, une rentabilité au, enfin, au cours des années. Ensuite, on va regarder le réinvestissement. Donc nous, on s'intéresse à un ratio qui est justement ce qu'on appelle ça s'appelle le payout ratio en anglais, qui est justement ce qui n'est pas redistribué aux investisseurs donc ce qui n'est pas du dividende et qui va être réinvesti au sein de l'entreprise et qui va être justement réinvesti de manière pérenne. Alors ensuite, il y a plein de ratios qui vont être la conséquence de cette sélection. Donc tu l'as dit, ça va être des entreprises qui ont généralement une trésorerie saine, qui ont généralement assez peu de dettes pour une seule et bonne raison, c'est qu'elles réinvestissent beaucoup de leurs bénéfices euh, Ouais. dans leur croissance. Donc ils n'ont pas besoin de dettes pour Ouais. Pour justement investir en fait. pour investir, pour avoir de la croissance et Ouais. c'est justement là Ouais. que c'est intéressant. C'est donc des entreprises qui n'ont quelque part un petit peu besoin que d'elles-mêmes pour survivre et qui ne sont pas dépendantes, du marché, du cycle, des banques, ou des choses comme ça et donc De la hausse c'est des vraiment taux. exactement, en particulier de Oui. la hausse des Ouais, taux, ouais. Ouais, notamment c'est du coup, des en et notamment du coup de refinancement, c'est ce que je veux dire, oui, effectivement. exactement. D'accord. 2 autres questions pour ne pas faire trop long, s'il te plaît, William. La première de Ludovic, pour ces sociétés, vaut-il mieux investir en actions, en obligations ou en fonds d'investissement? Alors, bon, on peut penser qu'éventuellement, vous êtes Carmignac, donc ça sera éventuellement avec le fameux fonds Grande Europe, déjà, dans un premier temps. Mais par exemple, si on parle de classe d'actifs, obligations ou actions, éventuellement? Alors au niveau des classes d'actifs, chez Carmignac, on a tendance à les préférer au sein des actions. Ouais. Heu, pour une bonne raison et c'est ce que je t'expliquais juste avant dans ta question, c'est que c'est des entreprises qui ont généralement assez peu de dettes. Donc c'est des Oui, dettes oui, qui sont oui, oui. très, 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 très bien notées, qui sont très, très recherchées, qui ont Donc elles généralement n'émettent pas, elles émettent peu, elles émettent elles peu en émettent fait. très peu et à des taux de rendement qui Ouais, sont pas forcément les plus intéressants. Donc d'accord. chez Carmignac, on considère que, on va dire le rendement risque le plus attractif, il est sur les actions et bien entendu, à travers, nos fonds d'investissement, parce que justement, on a, cette expérience, hein, de Marc Denham, hein, qui travaille depuis plus de 30 ans, pour Ouais. justement sélectionner ces entreprises-là, sur les marchés actions, européens. Une dernière question de Denis, donc qui dit les sociétés qui investissent, c'est bien, mais la tendance est aussi de distribuer des, des intéressements. Comment associer donc, les deux sont des choix qui sont comment associer d'un côté effectivement donc, comment dire, la valorisation donc, en progression
escompté justement de la qualité de la société et du versement de dividendes. A priori, tu nous dis que c'est possible, en fait, justement, donc, avec ces sociétés. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est justement, plus une entreprise va distribuer de dividendes, quelque part, ça envoie un signe qui est celui de: «Je ne crois pas assez en ma croissance future». Parce qu'une entreprise qui distribue énormément de dividendes, ça veut dire qu'elle n'a pas assez de relais de croissance pour justement réinvestir cet argent. Et elle considère donc que l'actionnaire devrait recevoir l'argent et le réinvestir dans des secteurs qui seraient plus rentables sur le long terme. C'est vraiment pour cela qu'on a ce système de dividendes. Si une entreprise est extrêmement confiante sur sa croissance future, elle va très peu distribuer de dividendes parce que justement, elle préfère réinvestir cela dans sa croissance future, que cela fasse grandir ses bénéfices de plusieurs pourcentages, voire dizaines de pourcents, et donc faire grandir et grossir l'entreprise et donc le prix des actions. Et c'est justement ce que nous recherchons au sein de ce fonds. Heu, Après, chaque entreprise a ses qualités, mais généralement, et on le voit en 2022, les gros distributeurs de dividendes l'année dernière ont été les entreprises du secteur énergétique. Des entreprises extrêmement cycliques qui ont eu des résultats exceptionnels pour une cause qui était, on va dire, pas vraiment, qui ne venait pas d'eux, c'est-à-dire que c'est un élément externe, en l'occurrence, la guerre en Ukraine, qui a entraîné une explosion des matières premières et donc qui a entraîné des revenus absolument stratosphériques de leur part et qu'ils ont pu redistribuer, à leurs actionnaires. Nous, c'est vraiment pas ça qu'on va chercher, on va chercher de la croissance pérenne, durable et vraiment des acteurs qui sont rentables sur le long terme et qui font croître petit à petit, un petit peu comme le principe d'une boule de neige, qui font croître petit à petit leur entreprise et qui la font grandir. Et donc, dans le principe d'une boule de neige, quand tu as grossi, le but, c'est qu'il y ait le moins possible de neige qui s'en aille et donc qu'il y ait, on va dire, un petit peu moins de dividendes qui soient distribués aux actionnaires. Entendu, William. On va arrêter là pour aujourd'hui, du coup. Donc on rappelle l'idée d'investissement de son ainsi, c'est Carmignac Portfolio Grande Europe, un fonds donc noté 3 étoiles Morningstar et surtout un fonds justement donc dans la dimension durable et très marqué. Donc avec le label ISR d'État, avec justement le SFDR 9, qui constitue la classification la plus élevée, encore une fois, en termes de durabilité, donc côté réglementation européenne. Et enfin, donc également Globe Morningstar, donc 4 pour le coup, donc ce qui représente également un très bon score. Merci énormément, William. Merci à vous Merci à tous, toi. merci à vous, chers participants. Merci pour votre présence, merci pour vos questions également. Et puis, nous nous retrouvons certainement au mois de septembre, effectivement, avec cette fameuse trêve estivale du mois d'août. Donc, au mois de septembre, pour justement une nouvelle session de webinaire. Merci à vous tous. Merci encore à William, surtout pour son éclairage, pour ses éléments de réponse. Et puis, nous nous retrouvons encore une fois bientôt pour un nouveau rendez-vous. Au revoir. Merci, Men. Au revoir.